tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur nos radios partenaires. À Guékédou, vous écoutez cette émission sur Makona FM. Si vous êtes ici à Conakry, retrouvez l'intégralité de l'émission tous les soirs sur notre deuxième radio. Merci à vous tous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. L'école guinéenne perd en qualité d'année en année les réformes de la dernière décennie avec pour ambition de moderniser les apprentissages ne semble avoir rien changé. Au contraire, la fraude s'est modernisée, touchant ainsi à la crédibilité donc des évaluations. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, professeur Bano Barry, constate et invite à prendre conscience de la déliquescence donc d'un secteur stratégique. Dans son dernier ouvrage, Une année, 2 mois et 4 jours pour comprendre la Guinée, l'auteur propose donc des réformes allant de l'école du système politique de notre pays. Il aborde avec nous ce matin, mesdames et messieurs, le contenu donc de ces fruits de cette expérience personnelle. Jacques Lewa, notre invité avec nous. Le temps pour la technique de régler de l'autre côté, mais d'abord revenir un petit peu sur cet ouvrage. Vous avez lu ou pas du tout, Jacques Lewa Leno? Oui, je l'ai parcouru. C'est un essai et qui est très fouillé parce que l'auteur est d'abord enseignant. Ensuite, il a été conseiller du président Alpha Condé sur les questions de l'éducation, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Il a fait des études à l'époque, ensuite proposé au chef de l'État des réformes à apporter. Et puis, quelques temps après, on va lui confier quand même la responsabilité de gérer le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Donc, c'est un acteur du système qui livre son constat personnel d'enseignant, donc de formateur, ensuite de conseiller et de ministre. Et puis derrière, parce qu'il ne se contente pas de raconter le vécu, il part avec les chiffres. Et ça, ça devient intéressant puisqu'il ne faut pas l'oublier, il est sociologue. Donc, il travaille avec les données pour faire une étude comparative d'une année à une autre, que ce soit en termes de budget injecté dans le système. Pour la formation, mais également pour les évaluations, qu'en termes de personnel engagé dans, n'est-ce pas, le travail qui est fait au niveau des 3 départements ministériels qui gèrent le système éducatif dans notre pays. Il va donc partir de l'éducation pour toucher l'administration et il va faire une belle proposition, en tout cas de belles propositions sur le système politique, parce qu'après, il estime que si le système politique change, peut-être que la fraude, parce qu'il raconte beaucoup la fraude, et à tous les niveaux, la fraude pourra, dans une certaine mesure, être endiguée ou minimisée. Vivre ça de l'intérieur et surtout laisser des traces, parce que je sais bien, ton ennemi préféré, je vais le dire, je parle de Guillaume Awing, mon cher ami, Mohamed Ali, évidemment, tu as dit. Mon ennemi. Ton ennemi, façon de parler. Prends pas ça au premier degré, mon cher ami. Voilà, quand tu dis à chaque fois dans cette émission, que Guillaume fonctionne sur le programme que Bano a laissé, on se dit, il a vécu ça de l'intérieur, mon cher ami. Peut-être qu'il a même voulu malhonnêtement fonctionner sur le programme de Bano. Malhonnêtement. Oui, parce qu'il se l'est attribué, c'est pas honnête. Et vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis. Et de surcroît, d'ailleurs, il l'a même pas implémenté en réalité. Il en a fait juste un élément de propagande en sa faveur en réalité. C'est ce que nous constatons. Alors pour revenir à ce très mauvaise mise en œuvre. Oui, très mauvaise mise en œuvre. Je l'ai tout le temps dit. Bon, on continue, on va passer. Alors sur le livre du professeur Ban, avant de lui donner la parole, j'ai l'habitude toujours de rectifier le titre parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'est ce qu'il m'a dit. C'est 1 année, 2 mois, 4 jours. Mais il faut y ajouter que le 5e jour, on a fait coup d'État. 4 jours et demi. 4 jours, non. Et demi. Pas de demi en fait. Non, on dira 5 jours. Il s'est réveillé. Le 5e jour. Le soir, le lendemain, il n'a pas compté le 5e jour. Oui, mais le 5e jour, certes, ils sont allés quelque part, mais on leur a dit aussi de manger ce jour-là. Donc ça compte. C'était le week-end. Dans le livre, il faut surtout comprendre. Parce que quand vous lisez, vous avez des informations. Bien sûr. Moi, j'ai compris le système éducatif depuis le début, ce que je ne savais pas du tout. Et en tant que journaliste, il y a des infos que je n'avais jamais eues, je n'avais jamais rencontrées dans des documents, et ça, c'est extraordinaire. Bien. Et comme on le dit,
des critiques sans proposition de solution, c'est seulement un mouvement d'humeur. Et dans la deuxième, même pas dans la deuxième partie, dans le livre, le professeur, il propose des solutions concrètes. Justement. Et sur des détails sur lesquels on ne s'est pas rendu compte à un moment donné. Et je pense que c'est très important. Vous ne voulez pas que je parle. Mais non, on fait à l'envers. Je veux dire, après l'émission, évidemment, que je dois demander votre avis. Allez-y. Alors justement, le livre a été subdivisé en deux parties. Vous avez la partie où il fait le diagnostic. Il pose le diagnostic et ensuite la deuxième partie, il apporte des pistes de solutions. Mais bien avant, monsieur le ministre, d'aller sur le diagnostic, puisque vous êtes parti du premier régime jusqu'au 5 septembre. Peut-être avant... Le cinquième jour, puisqu'il parlait du coup d'État, il parlait du 5e jour. Alors, dans le livre, je vais lire juste ce passage-là. Vous dites que j'ai vécu l'expérience de l'humiliation collective inventée par le premier régime de la Guinée en nous convoquant à l'esplanade du Palais du Peuple pour nous faire huer par des enfants qui ont l'âge de mes fils et de mes petits-fils. Vous parlez du lundi, juste après le coup d'État du 5 septembre. Voilà, le 6 septembre. Vous parlez du 6. Et moi, je voulais... Et plus loin, vous dites, ce jour, j'ai compris l'amertume de tous ces cadres, hauts fonctionnaires, ministres, ambassadeurs de 1958 à 2023, d'avoir servi ce pays et de vivre l'humiliation à l'apogée de leur vie. Ce sont des mots, c'est une sorte de choc en lisant cela. Est-ce qu'on peut revenir sur cette journée en lisant ce passage-là? Alors, on nous a demandé d'aller au Palais du Peuple. Nous sommes arrivés. La personne que j'ai reconnue, c'est Mohamed Ali. Il m'avait tendu le micro. J'avais ma petite bouteille de ginjan comme d'habitude tous les matins. Et puis on est parti dans une salle. Quelques minutes après, on nous a demandé d'aller dans une autre grande salle où les principaux responsables du changement de régime sont venus. Alors il y a eu un petit discours et la foule qui était massée au dehors a applaudi, surtout lorsqu'on a demandé de rendre les passeports et les véhicules. Et puis on pensait que c'était terminé. En tout cas, moi je m'apprêtais à partir. On nous a dit non, il faut aller dans une autre salle. On va attendre là. Et puis quand on est venu dans cette salle, on nous a dit il y a à manger. Bon, il n'était que 12 heures. On nous a dit il y a poulet, il y a poisson, il y a viande. Ben on n'avait pas faim, pour dire la vérité. Et puis personne de nous ne voulait manger, pour dire la vérité. D'abord on n'avait pas le cœur à manger. Et puis c'était trop tôt. Bon. Après, pour détendre l'atmosphère, j'ai dit à mes amis, mes compagnons, vous savez, normalement, quand on doit envoyer des gens devant le peloton d'exécution, il faut manger. Parce qu'on ne sait pas dans l'au-delà si vous allez trouver un repas. Ça a permis de détendre l'atmosphère et on a commandé. Quand on a fini de manger, on nous a dit il y a du dessert. On dit, mais on est rassasié. On dit, non, il faut prendre le dessert. On a pris le dessert. Après, on nous a dit, thé ou café. On a dit, il faut mettre le tout ensemble, on va boire. Puisqu'il faut boire. On a bu le café et le thé. Et puis, on pensait que c'était fini. On a dit on veut partir, on dit non, il faut attendre encore. Bon, il fallait aller aux toilettes, puisque le ventre était plein. Et si vous voulez partir, il y a toujours un jeune garde avec des yeux très rouges qui vous suivait. Et puis après, on nous a dit de sortir, d'aller dans un autre endroit. Et on a trouvé des jeunes arrêtés. Ils nous criaient dessus, sûreté, sûreté, assassin, assassin. Ça, c'est la foule qui vous criait dessus. Oui, et il y avait même des enfants avec des sachets de koya qui nous jetaient l'eau dessus. Et puis... ça, c'est en rentrant dans le camp?
Avant, oui, c'est ça. Voilà, traversant la... Justement, parce que j'étais là, je vous ai vu. Voilà. J'étais là avec Doumbouya à l'époque. C'est la fameuse photo qui est partie. Okay. Ça a été pris là avec Moussa Moïse et Mamadi Doumbouya. Et le président était là. Alpha Condé était dans la même salle. Est-ce que vous l'avez vu ou pas du tout? Non, je ne savais pas qu'il était là. Si, il était dans le bunker en fait. Donc on est parti dans la salle et puis on nous a dit il faut que ceux qui ont envie parmi nous d'aller à l'hôtel, parce qu'ils ont peur de rentrer à la maison, qu'ils peuvent nous loger. On a tous décliné. On a dit qu'on préfère rentrer à la maison. Et après on nous a dit de sortir vers la corniche pour éviter les jeunes qui étaient très remontés contre nous. Je pense avoir été le premier à sortir. J'étais en tout cas moi très pressé de sortir. Et puis j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé le chauffeur et il voulait venir me chercher. J'ai dit non, c'est pas la peine. Je pense que j'aurais été plus rapide à pied qu'à véhicule. Et j'ai marché et je pense que nous avons tous marché très rapidement pour quitter l'endroit. Et on s'est embarqué pour rentrer à la maison. C'est un jour quand même que je vais me souvenir pendant très longtemps. Comment on fait quand on est traumatisé à ce point-là, les jours suivants? C'est surtout ce jour qui m'a dérangé. Je pensais avoir été une bonne personne, d'avoir fait du bon boulot, d'avoir été très honnête, d'avoir aidé beaucoup de Guinéens, de mériter beaucoup de respect. Je me suis senti mal à l'aise. Bon, on m'a dit que j'étais à la mauvaise place au mauvais moment, mais j'ai dit encore une fois de plus, ce n'était pas très beau pour moi. Et je me suis dit, mes enfants vont voir ça un jour. Votre tort, servir à la nation. Oui, c'est ça. D'avoir pris mes bagages et de revenir en Guinée en 98 pour servir la Guinée. Le déclic, professeur Bano Barry, il faut le rappeler, ancien ministre de la République. Ce matin, notre invité, allez-y, Daouda. Le déclic de la rédaction de ce document, 1 année, 2 mois et 4 jours, est parti de quand? En arrivant au gouvernement ou à la chute du régime? Non, en arrivant au gouvernement. Je vais vous dire, quand je suis arrivé comme ministre, quand vous faites la passation de service dans un ministère, on vous lit un document, on dit c'est le procès verbal de passation, vous signez. En fait, vous n'avez aucune information sur le travail qui a été fait par vos prédécesseurs. Vous ne savez absolument rien. Moi, j'ai dû écrire un texte sur la base de toutes les informations que je possédais et j'ai soumis le document à une ministre qui a été ministre dans le même ministère depuis très longtemps, à qui j'ai envoyé le document pour lui dire je suis venu, voici ce que j'ai constaté, est-ce que vous pouvez lire ce document pour me dire si ce que je propose là comme action, est-ce que ça tient la route? Je me suis rendu compte que les hommes passent. Il n'y a pas de vécu. On ne laisse pas ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, les difficultés qu'on a rencontrées, les stratégies qu'on a développées. Vous trouvez des documents qui ont été rédigés par des projets, mais pas par les ministres eux-mêmes. Je me suis dit, si chaque ministre qui passe laisse à son successeur ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, les difficultés qu'il a rencontrées, la façon dont il a surmonté les difficultés, au lieu que le successeur ne recommence, ne jette le bébé du bain avec l'eau du bain, il va s'inspirer, il va regarder, peut-être qu'il va rencontrer les mêmes difficultés et que probablement il va utiliser la même stratégie pour pouvoir s'en sortir. Je me suis dit, Bano, il faut que tu écrives et de façon, disons, détachée. C'est-à-dire que ce n'est pas ton moi que tu mets dedans, c'est ton vécu en tant que cadre, avec toute la documentation à laquelle tu as eu accès, et tu mets tout ça, et tu laisses à quelqu'un d'autre qui va venir au poste, qu'il lise le document, qu'il sache ce que tu as fait, comment tu as voulu le faire, les difficultés que tu as rencontrées, et peut-être que ça l'aidera
à mieux gérer. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans un perpétuel recommencement. Oui, l'impression c'est que chaque fois que quelqu'un vient... Vous savez, le Guinéen pense que quand il a eu le décret, il est devenu subitement intelligent. Bien. Voilà. Tous ceux qui l'ont précédé sont bêtes. Alors, monsieur le ministre, 1 année, 2 mois et 4 jours, le temps pour comprendre la Guinée de proposer. Vous dites dans le livre que lorsque vous êtes ministre, vous avez 3 ans. Oui. Il faut 3 ans d'abord pour essayer de s'acclimater et comprendre un peu le système. Oui. Donc les 2 autres années, si c'est sur 5 ans, là vous commencez maintenant à projeter. Et vous avez fait 1 année, 2 mois et 4 jours. Oui. Est-ce que en faisant un rapprochement, vous avez eu peu de temps, mais vous avez pu quand même faire un diagnostic et faire une proposition? Alors, d'abord mon métier c'est faire de la recherche. C'est vraiment ça, c'est mon avantage. Deuxième des choses, c'est que j'ai participé pratiquement à toutes les études qui ont été réalisées en Guinée sur le système éducatif depuis 1998. Ouais. Ça veut dire que j'ai donc un passé derrière moi. J'ai été membre de la commission de réflexion sur l'éducation pendant 1 année et quelques. Donc un nègre? Oui. Ok. Et pendant cette période, on a regardé tous les documents qui ont été produits sur le système éducatif guinéen depuis pratiquement l'indépendance. Ouais. Les grandes gueules. J'ai été conseiller pendant 3 ans. Le boulot d'un conseiller, ce n'est pas un cachet. C'est penser, lire, écouter et proposer aux décideurs. Ouais. Ça veut dire donc, avant d'arriver au poste ministériel, j'avais quand même beaucoup d'informations. Ce que je ne possédais pas, c'est la sincérité des informations. Parce que vous savez des choses quand vous êtes loin du système, mais il y a des choses qu'on vous cache et qu'on cache à tout le monde. Mais quand vous devenez ministre, on ne peut plus vous cacher ça. On est obligé de mettre sur la table parce que vous allez le demander. Ouais. Et donc, ce que j'ai obtenu, c'est que j'ai fait un diagnostic sur les ressources humaines. J'ai fait un diagnostic sur les manuels, c'est-à-dire que j'ai un fichier Excel où tous les manuels disponibles en Guinée, achetés depuis 2010, le lieu où ça se trouve, la répartition, les écoles qui ont des manuels, les écoles qui n'en ont pas, j'ai fait un tableau complet. Ce qui fait que je savais avec exactitude les 8 millions et quelques d'ouvrages importés en Guinée. Je savais avec exactitude où ça se trouve. Je l'ai fait faire par le travail, par les services. J'ai fait aussi un diagnostic sur les infrastructures. C'est-à-dire que j'ai fait travailler le service des infrastructures en rapport avec les DPE, les DCE à l'intérieur du pays pour remonter toutes les informations sur les infrastructures. Ce qui fait que le nombre de salles d'école, le nombre de salles de classe, la qualité des infrastructures, là où les tôles manquent, là où le ciment n'est pas bon, partout, j'avais ce tableau. Et le dernier élément, c'est que avant d'arriver, j'ai été 2 fois, j'ai piloté le recensement des enseignants. Les enseignants constituent 52% de la fonction publique. Ce qui fait qu'en pilotant ce recensement, et ce recensement, j'ai envoyé des gens jusque dans les villages les plus reculés. J'ai fait la géolocalisation de toutes les écoles de Guinée. Ça veut dire que je connais avec exactitude où se trouve chaque école et quelles sont les caractéristiques de l'école et le nombre d'enseignants. Donc j'avais toutes ces informations qui me permettaient en réalité de penser désormais le système. Mais je dis encore une fois de plus, 1 année, si vous avez ce vécu, vous avez 1 année, vous pouvez être... Alors, il y a une chose que vous ne pouvez pas savoir, c'est que moi, je n'étais pas un gestionnaire financier. Il fallait apprendre ça aussi. Parce que ça aussi, c'est un autre monde à part. Ouais. Mais il y a des collaborateurs quand même, à moins que de Magouille dont on parle. On va en parler évidemment dans cette émission ce matin. Allez-y, Mohamed Mara. Chaque fois, professeur, que j'entends parler d'état des lieux de notre système éducatif, curieusement, j'entends très peu parler des contenus des programmes. Oui. Et j'avoue que cela m'inquiète parce que nous sommes confrontés, en tout cas, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais génération après génération, on se voit imposer un programme qui date de plus de 30, peut-être 35 ans maintenant, et qui n'est pas revu. C'est vrai. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui explique? J'ai plutôt envie de vous demander.
cela. Jamais, quel que soit le ministre qui arrive, jamais ces programmes ne sont revus. Justement. Et clairement, ils sont obsolètes. Mais ça, c'est pratiquement dans tous les ministères. Hein. Oui, voilà. en fait, vous aviez même pensé à démultiplier même le nombre des filières. Oui. Mais ça ne peut pas se faire si les programmes ne sont pas revus. alors, il y avait quand je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait eu des travaux qui ont été réalisés par des cabinets internationaux sur le contenu des enseignements et des apprentissages au primaire, au collège et au lycée. Le lycée actuel de la Guinée est celui de Mme Aïchaba. Oui. Depuis cette période, nous avons la même configuration du lycée. Sciences sociales, sciences expérimentales, sciences mathématiques. La Guinée est le seul pays au monde qui n'a pas de lycée technique et de lycée professionnel. Ça coûte plus cher, mais c'est plus pertinent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, tout le monde sait qu'il faut changer le lycée actuel. Les grandes gueules. 50% des élèves guinéens sont en série sciences sociales. 25% en série mathématiques, 25% en sciences expérimentales. L'enseignement supérieur est calibré à 65% en série technique et scientifique. Ça veut dire que, en fait, nous formons au lycée des gens qui vont avoir des difficultés à avoir une formation adaptée à leur lycée, à l'université. Et nous formons des gens à l'université qui vont avoir des difficultés à trouver de l'emploi parce qu'on les forme dans des domaines où on a très peu de besoins. Il y a un projet avec l'UNESCO que j'avais négocié parce qu'on a fait un appel d'offres international. Disons que j'ai voulu et j'ai insisté pour que ce soit l'UNESCO qui accompagne la Guinée dans la réforme des programmes au niveau du secondaire. Le travail est actuellement en train de se faire. Ils ont fait, je crois, une première activité, ils ont fait une deuxième activité. Ils ne sont pas encore entrés dans le contenu. Vous savez, c'est très long changer un système. L'autre des choses, c'est que quand j'étais conseiller, j'avais fait une note technique au président Alpha où j'avais demandé les ERAM qui étaient en construction de les transformer en lycée technique et en lycée professionnel. Disons que tous les membres du gouvernement du secteur de l'éducation me détestaient à cause de ça. Parce que tout simplement, en fait, j'avais constaté que l'enseignement technique et l'enseignement professionnel a plus de 52 écoles dans le pays et qu'il couvrait les échecs de l'entrée en 7e, il couvrait les admis de la 7e, il couvrait les échecs du brevet, il couvrait les admis du brevet, il couvrait les échecs du baccalauréat et il couvrait les admis du baccalauréat. J'ai dit, mais dans une situation pareille, si vous mettez les ERAM, les écoles régionales d'art et métiers, les grandes gueules, compte tenu de la qualité des infrastructures, des ressources humaines, vous allez tuer toutes les autres écoles et c'est seulement les ERAM qui vont fonctionner. Donc, pour ne pas se retrouver dans une telle situation, j'avais proposé dans une note technique que j'ai soumise au président que les ERAM, au lieu d'être des ERAM, soient des lycées techniques et professionnels. Ce qui va permettre, en fait, après le brevet, d'avoir ces lycées-là. Et ces lycées vont alimenter l'université, notamment l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser, l'école des mines de Boké, Mamou, Farana et Dalaba. Disons, les ministres n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu de ça. Le problème, c'est que depuis là, les ERAM sont fermés. Les ministres. Malheureusement, les bâtiments tombent en décrépitude. Et votre constat aussi, c'est bien entendu de dire que si le système est ainsi dispersé, évidemment, les objectifs sont dispersés. Il est donc difficile d'avoir une option bien claire pour mener des réformes. Est-ce que cet exemple que vous prenez sur les ERAM reflète cette observation? Exactement. Est-ce qu'il faut unifier tout simplement, comme dans des grands pays, le système éducatif? Le seul ministère en Guinée qui ne doit pas être scindé, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que l'école est un système. Il n'y a pas de finalité propre au préscolaire en dehors du primaire. Il n'y a pas de finalité propre au primaire
en dehors du secondaire. Il n'y a pas de finalité propre du secondaire en dehors de l'enseignement technique et de l'université. Et les gens que vous formez au niveau du supérieur de l'enseignement technique, leur poste d'emploi se trouve au niveau du système éducatif. Que les Guinéens le veuillent ou pas, 80% des diplômés du système universitaire guinéen deviendront enseignants avant de faire autre chose. Donc il ne faut pas se leurrer. Le problème qui se pose, c'est que si vous laissez au cadre des différents ministères le soin de décider quelle est la structure, ils ne voudront pas 3 ministères. Parce que si vous mettez, ils ne voudront pas un seul ministère. Parce que si vous mettez un ministère, c'est le nombre de directeurs que vous baissez, c'est le nombre de secrétaires généraux que vous baissez, le nombre de chefs de cabinet. Donc c'est le nombre de véhicules et de postes à responsabilité qui diminue. Et puisque les Guinéens pensent à eux et ils ne pensent pas au pays, naturellement ils ne veulent pas. En fait, dans la commission de réflexion sur l'éducation, on avait fait la proposition au président Alpha. Les grandes gueules. Il n'a pas voulu. C'est la première proposition qui a été faite par la commission en disant un ministère de l'éducation nationale, quitte à avoir peut-être des secrétaires généraux, des secrétaires d'État ou des ministres délégués. Il nous a dit les yeux dans les yeux, non, je ne vais pas le faire. Il avait dit au moins pourquoi? Est-ce que lui, au moins, on connaissait ses motivations? Politique. Parce que ça semblait quand même logique. Politique. Nommer beaucoup de personnes. Faut le compenser. Allez, on va essayer d'avancer, Mohamed Ali, avec entre autres d'autres pans. Alors, quand on commence à lire le livre, on est quand même frappé par l'information concernant la fraude dans le système scolaire. On se rendrait compte, puisque vous savez, chaque année, les examens sont organisés en priorité. Parfois, on a l'impression que le département ne sert qu'à ça. Et tolérance zéro, c'est le mot qui revient le plus souvent. Il y a meilleur examen que celui dont le résultat a fait échouer le maximum de candidats, parce qu'on a bien serré et on a appliqué la tolérance zéro. Et on a l'impression que la fraude, ça se situe uniquement au niveau des élèves ou peut-être des surveillants dans les salles de classe. Sauf que, eh bien, il y a beaucoup plus. C'est vrai. Alors, quand je suis arrivé au ministère, j'ai demandé à tous les cadres qui étaient là, est-ce que vous avez des documents sur l'analyse des fraudes? Ils en avaient. Ils m'ont tous donné. Et d'ailleurs, ma secrétaire générale a dit un jour, parce que je posais beaucoup de questions sur les fraudes, elle a dit, vous savez, Bano est en train de faire une étude. Vous n'êtes pas conscient, mais c'est le chercheur qui parle, ce n'est pas le ministre. En fait, n'est pas toi à l'époque, oui, votre secrétaire général. Oui, en fait, je faisais des études. J'ai passé mon temps dans le gouvernement à étudier l'État guinéen. Je voulais comprendre pourquoi tout le monde échoue, même en venant avec de bonnes idées. Et je me disais que là, j'étais à un endroit où je pouvais comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à réussir. Donc, la question de la fraude, vraiment, ça me taraudait l'esprit. Je cherchais vraiment des éléments pour comprendre. Alors, vous savez, quand j'étais là, en 2021, les élèves candidats ont dit de moi bac. Ils ont dit Bano aussi a fraudé. Bano aussi a copié. Ok. Pour dire que tout le monde copie. En fait, le fait qu'un élève... C'était devenu une banalité en fait. Oui, c'est ça. Absolument. Le fait qu'un élève copie, c'est pas grave. Nous avons tous été élèves, nous avons copié, c'est pas grave. Qu'un élève vienne en classe avec une petite feuille, aide-mémoire, il se trouve coincé sur une formule qu'il sorte pour regarder, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est lorsque le système lui-même instaure la fraude comme règle de fonctionnement. Et ce que j'ai constaté, et vous le regarderez dans le livre, c'est que la fraude, en fait, elle est systématique dans le système. C'était institutionnalisé. Totalement. Et depuis très longtemps. Et le président était au courant de ça? Oui, il était au courant. Le problème, c'est que on peut être au courant d'une chose et si vous n'avez pas les éléments d'information, parce que moi, j'étais capable de lutter contre la fraude. J'ai l'impression que vous étiez tous contre... Enfin, vous étiez contre tous. Non, en fait, disons que j'étais le moins politique à l'intérieur des politiques. Mais c'est de ça que je parle justement, parce que quand vous parlez de votre assistante... Vous comprenez? Donc, mais encore une fois de plus, moi j'étais convaincu de sortir victorieux.
parce que j'avais les éléments pour étayer ce que je disais. Je ne parlais pas à la légère. Je vous donne un exemple. Vous avez des fraudes qui sont liées au système éducatif, qui sont liées à la façon d'enseigner. Vous savez, enseigner est une chose, évaluer est une autre chose. Vous pouvez être très bon enseignant. Si vous n'êtes pas formé à l'évaluation, vous allez pousser vos élèves à copier. Parce que la formulation des items d'évaluation détermine est-ce que les élèves vont tenter de copier ou pas. Le plus souvent, nos éléments d'évaluation, nos items d'évaluation, c'est rends-moi ce que je t'ai donné. Ça veut dire donc, si tu prends le cahier, tu vas trouver la réponse parce que le maître, la réponse se trouve à l'intérieur du cahier. Ça, c'est... On change ça en formant les enseignants en mesure et évaluation. Maintenant, vous avez d'autres fraudes qui sont liées en fait au système lui-même. Les responsables fraudent l'État d'abord, en augmentant, en gonflant les effectifs des candidats. Parce que le budget des examens est lié au nombre de candidats. Évidemment. C'est le nombre de candidats qui détermine le nombre de salles de classe d'évaluation, qui détermine le nombre de surveillants, le nombre de correcteurs, le nombre de délégués même. Le nombre de délégués et tout ce qui s'ensuit. Donc, lorsque ça s'est fraudé, on prend l'argent de l'État. Mais là, c'est tout le système alors. Mais oui. Et à commencer par le ministre jusqu'au directeur sous-préfectoral. Non, le ministre ne peut pas frauder. En fait, il y a de l'eau dans le gaz. Il peut bénéficier. Mais lui n'augmente pas le nombre de candidats. Non, je veux dire que ça bénéficie à tout le monde. Finalement, vous savez ce que j'appelle, j'ai dit, les examens, c'est devenu la traite arachidière. C'est-à-dire, c'est la période où chacun peut gagner quelque chose. Ben oui, on a compris. Donc, vous avez tout un élément. Et quand vous lisez le livre, vous allez trouver toutes les composantes. Toutes les composantes liées à la fraude. En réalité, je sais avec exactitude comment arrêter la fraude. De façon systémique. La dernière fraude qui est apparue, mais qui date de 2008, c'est la fraude que j'appelle mafieuse et informatique. C'est-à-dire que mafieuse et informatique. C'est-à-dire que des enseignants se réunissent en groupe de WhatsApp. 2018 alors. 2008, ça a commencé en 2008. Alors, expliquez-nous peut-être la genèse, parce que quand vous parlez d'informatique, ça me revient, Daouda, pardon, ça me revient un petit peu à savoir un peu plus sur la genèse même de l'utilisation de code QR. Je pense que c'était à votre époque. Parlez-nous un petit peu. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la fraude informatique, elle est née et elle s'est propagée avec le développement des réseaux sociaux et de l'Internet en Guinée. L'idée, c'est quoi? Vous avez un groupe d'enseignants qui se constitue en groupe de rédaction des traités. Les grandes gueules. Ils cherchent des candidats pour dire on va vous faire réviser. Ça commence toujours par ça. Si vous êtes dans le groupe de révision, vous payez un ticket d'entrée. 1 million par candidat. On vous met dans ce groupe WhatsApp. Et au moment d'avoir des centres d'examen, ils font en sorte que tous les candidats soient sensiblement dans les mêmes centres et dans les mêmes salles. On cherche à ce que les surveillants soient dans le groupe. Ce qui fait que le surveillant vient, il prend le téléphone de toute la classe et il met à côté. On ne peut pas surveiller le surveillant. On surveille les candidats. Quand le sujet est lancé, il prend le sujet et il l'envoie dans le groupe WhatsApp. Les gens traitent là-bas. Et après, lui, il prend le téléphone, il distribue aux candidats. Et chacun prend et il recopie. Ça, c'est la fraude informatique collective. Avant, la fraude était individuelle, avec des petits papiers en poche et tout. Les grandes gueules. Maintenant, c'est devenu, disons, industriel. Ça, c'est la... Je dis, ça c'est la chose qui m'a le plus dérangé. C'est-à-dire que des enseignants, et c'est pas pour rien que moi je voulais, vous savez le QR code dont vous parlez, l'idée était la suivante, c'est que j'avais compris que pour éliminer une grande partie de la fraude, il faut biométriser les élèves et les enseignants.
L'idée, donc, j'avais expérimenté en 2020 de biométriser les candidats du baccalauréat et du brevet et ça marchait. Je me suis dit, bon, à l'ouverture prochaine, je vais biométriser tout le monde. Ça veut dire quoi? Si je biométrise, je donne le fichier de la biométrie à l'imprimeur. L'imprimeur va fabriquer des feuilles d'examen avec des QR codes. Il va le mettre à l'intérieur des enveloppes. C'est l'imprimeur qui va déterminer les salles d'examen. Les grandes gueules. Les enveloppes vont venir avec, disons, dans des enveloppes par école. Ce qui fait que quand on vient dans une salle de classe, on a des copies. Ces feuilles-là, en réalité, correspondent aux candidats qui sont dans la classe. Il s'agit d'avoir un lecteur QR code pour déterminer que Mohamed Ali est dans cette salle et qu'il est candidat. Si on fait... Non. C'est pas le même. Vous avez... C'est pas le même QR code. Non. Si, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Le plagiat n'est jamais... Il veut parler encore de son ennemi préféré. Par rapport, contrairement à ce que Guillaume a proposé. Voilà, s'il te plaît, on ne tire pas sur la violence. Ces copies, je supprimais le secrétariat. Je supprimais la coupure pour mettre les anonymats. Il n'y a plus d'anonymat. Quand on a fini de composer sur la copie elle-même va directement au niveau du correcteur. Le correcteur corrige, on scanne la copie sur un serveur qui va envoyer directement dans le serveur et le serveur va faire l'extraction de la note directement. Et ce qui fait que le candidat à la maison avec sa note, avec son numéro d'identification universel, il peut regarder sa copie et sa note. Et ses parents peuvent regarder leur copie, la copie de leur fils. Question de transparence. Exactement. Et comme ça, les résultats sortent chaque soir, dès qu'on a fini de corriger, les résultats sont disponibles. Ce qui fait que on sait si on est admis ou si on n'est pas admis. Et s'il y a des contestations, on peut contester. En fait, c'est ça le projet. On avait lancé la procédure pour recruter la société. Parmi les 10 sociétés, on avait retenu 6. Sur les 6, il devait y avoir une en 2022. Et c'est elle qui devait avoir le marché pour pouvoir faire ça. On fait le baccalauréat et après on fait le brevet. Et après le brevet, je supprime l'entrée en 7e. Je ne garde que les 2 examens. En fait, c'était un projet qui était étalé sur 3 ans. Au terme desquels, en tout cas, tout ce qui est lié à la fraude allait disparaître dans le système. Il va rester la qualité des enseignements et des apprentissages. Et c'est pour cela que je formais les enseignants en français d'abord. Et par la suite, en contenu pédagogique, au final, parce que, encore une fois... Mais ça vous a fait quoi avec l'arrivée de Guillaume qui a dit... Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Monsieur le ministre, parce qu'il a stratifié les fraudes. Vous avez parlé de fraude collective informatique, fraude systémique. Maintenant, la fraude au budget des examens. J'aimerais vous faire réagir parce que vous avez fait une étude comparative. 2023, c'est Guillaume. 2022 également, c'est lui. Alors, vous dites qu'en 2023, les chiffres sont là. Il a été annoncé au moment de la publication des résultats 544 774 candidats qui sont répartis selon les examens ci-après. 344 candidats pour le CEE. Vous avez 96 353 candidats au BEPC, donc 40 187 absents lors de l'épreuve. Vous avez également au niveau de 104 000 au baccalauréat, dont 10 615 absents lors de l'épreuve, soit 10,19%. Pourtant, ces chiffres sont en contradiction avec ceux annoncés par le ministre de tutelle qui, lors de la cérémonie officielle de l'atelier préparatoire des examens du 26 mai 2023, avait annoncé 652 000 candidats, soit 652 902 candidats, soit 355 648 pour l'entrée en 7e année, 190 pour le BEPC et 107 000 pour le baccalauréat. Et avec ceux annoncés par le directeur général des examens qui est de 638 000. Si on regarde ces chiffres... De 544 000 au départ, justement, on est à 632 000 in fine. Alors, et qui est quand même en déphasage avec souvent le budget qui est annoncé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ici qu'il y a quelque part des non-dits et que l'argent qui est resté après les examens ne serait pas rendu, ou tout simplement on s'est accaparé de cette ligue qu'on n'arrive pas à justifier? Parce que chaque élève coûte cher. Chaque élève candidat coûte à l'État beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Je vous ai donné les chiffres de 2020. J'étais là.
C'était moi le ministre. Je vous ai donné les chiffres de 2021. J'ai donné les chiffres de 2022. J'ai donné les chiffres de 2023. Et si les chiffres de 2024 apparaissent, je vais les ajouter. En réalité, ma volonté de transparence est de montrer que ce soit moi ou que ce soit après moi, le système fonctionne indépendamment des individus. Mais sur votre étude, monsieur le ministre, sans langue de bois, si on regarde ces chiffres, votre successeur, c'est une fraude à ciel ouvert en parlant de fraude au budget des examens. Alors, je vais dire que de mon temps aussi, les gens ont fraudé. Bien. C'est-à-dire qu'en réalité, le système fonctionne indépendamment des individus. Bien. Allez, moins vous êtes intelligent, moins vous êtes fort, plus les gens vont frauder. Oui, mais professeur. Allez, tu passes pas à l'antenne, on n'a que 3 minutes. Hein. Voilà. Je veux juste préciser là-dessus, parce que c'est important. C'est l'économie qu'on fait après les examens. On a vu ce que Djiba est en train de dire, il y a une différence entre les chiffres en réalité. Et comme je le disais, chaque élève coûte à l'État, ce qui permettait l'écart d'élèves qui n'ont pas composé et pour lesquels d'ailleurs l'État a déboursé, fait faire des économies de plusieurs milliards sur le budget. Alors, deuxièmement, sur les 2 années, on s'est rendu compte que la première année, le budget était plus élevé avec moins de candidats que l'année qui a suivi, où il y avait moins de budget avec plus de candidats. Alors, je vous donne un exemple. En 2020, pour l'entrée en 7e, il y a eu 1,280,800,000 francs guinéens qui ont été, disons, non utilisés en raison de l'écart entre le nombre de candidats déclarés et le nombre de candidats ayant effectivement fait l'examen. Où est passé cet argent? C'est la grosse question, évidemment. Vous prenez au brevet en 2020, c'est 784 millions. Ouais. D'accord. Vous prenez en 2020, au baccalauréat, c'est 520 millions. Vous prenez en 2023, parce que je vous donne tous les chiffres, en 2023, vous avez sensiblement 596 millions pour l'entrée en 7e non utilisée. Les grandes gueules. Au niveau du baccalauréat, du brevet, c'est 1,313,200,000 francs guinéens. Et au niveau du baccalauréat, c'est 1 milliard. Au niveau du baccalauréat, non, je n'ai pas calculé les chiffres, c'est 10%. 10% de candidats fictifs. Et je peux vous dire une chose, si vous regardez dans le détail, vous allez vous rendre compte que moi j'avais fait un travail qui me permettait de savoir quelle est la DPE qui fabriquait des faux candidats. Je savais avec exactitude, parmi tous les DPE de la Guinée, en fonction du nombre de candidats et du nombre de personnes s'étant présentées au moment des examens, je savais avec exactitude quels sont les DPE qui augmentaient, quels sont les jurés qui augmentaient. Parce que tout ça, c'est un système suffisamment bien huilé et qui est antérieur à notre existence personnelle. Mais certainement, c'est ma toto. Peut-être pour terminer. C'est ma toto. Allez. Peut-être c'est ma toto. Il y a ma toto, mais il y a Cancan aussi. Mais professeur, Ségiri, Cancan et tout ça. Mais professeur, en vous écoutant, je suis quand même inquiet. Malheureusement, on ne pourra pas aborder les questions d'ordre politique. C'est cela, exact. Mais je veux quand même lui poser juste cette question. Est-ce que vous n'avez pas pu avoir plus d'impact parce que vous vous croyez seul? Vous croyez peut-être, je ne dirais pas le meilleur, mais peut-être le plus intègre, et que vous avez peut-être eu, à cause de cela, du mal à travailler avec les autres. Parce qu'en vous entendant, en vous écoutant, on a l'impression que vous étiez solitaire dans la lutte contre cette mastodonte qu'on appelle la fraude. Non, je ne pense pas que j'étais solitaire. Est-ce que dans le système, vous pouviez au moins compter, vous êtes sûr qu'il y avait quand même une armée au sein du système sur laquelle vous pouviez vous appuyer pour tenter d'éradiquer Pour ajouter ma question, puisqu'on est pris par le temps, est-ce que, j'apprends que vous avez rencontré le président Doumbouya, si oui, c'était dans quel cadre? Et en même temps, on aurait appris que vous étiez annoncé pour être le ministre de l'Éducation, sauf que patatras, c'est Sedi qui arrive. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est véritablement passé? Je ne sais pas. On ne m'a jamais appelé pour me dire, Bano, viens, on te propose d'être ministre. Donc, ça,
Si vous voulez, c'est ce qui se dit dans les cafés à Conakry. D'accord. On m'a jamais appelé. Ok. Alors, j'ai rencontré le président Doumbouya. Je ne vais pas vous dire pourquoi je l'ai rencontré. Bien. Ça, même si c'est vrai, je ne vais pas vous dire pourquoi. Vous n'êtes pas en train, de frauder là? Pas du tout. Mais attendez, nous sommes tous des citoyens de ce pays. Nous sommes tous des citoyens de ce pays. Nous avons le droit de rencontrer les responsables du pays. Évidemment. Donc voilà. En même temps, mais je vais vous dire, je n'avais pas une armée, M. Mara. Je n'avais pas une armée, mais j'avais un bataillon. Avoir une armée, il fallait que je procède moi-même aux nominations, à la fois au niveau du cabinet, au niveau des directions. Je n'ai pas eu le temps matériel de cela. Bien. Ce qui fait que je suis devenu ministre, j'ai trouvé des gens en poste, j'ai travaillé avec eux. Certains m'ont énormément aidé, d'autres ont énormément comploté contre ma personne, mais c'était de bonne guerre. Ils considéraient que j'étais quelqu'un parachuté. Je viens de l'enseignement supérieur, je suis venu là, je ne devais pas être là. C'était pas à votre place. Voilà. Je n'étais pas. Il y en a qui considéraient que je n'ai pas mouillé le maillot pour le RPG et que je n'avais pas le droit de devenir ministre. Bien. Tout ça, ça fait partie du jeu. Vous avez bien soutenu le troisième mandat. Amadou Barry, voilà. Et notre invité ce matin, on va essayer de passer à cette petite rubrique. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Question à une personnalité. Question à une personnalité, notre invité, mesdames et messieurs, dans cette émission ce matin, évidemment, professeur Bono. Mais d'abord, je souhaiterais vraiment vous avoir la semaine prochaine dans Espace and Friends, si c'est possible pour les auditeurs, parce qu'ils demandent de vous rallonger l'émission. 3 heures. Moi, je suis là, ça fait 4 heures, depuis 4 heures du matin, je suis à la radio, c'est un peu compliqué. La semaine prochaine, on peut vous avoir ici à 20h. Si vous me dites l'heure, au moins 3 jours à l'avance. Oui, jeudi prochain. Jeudi, mais la semaine prochaine à 20h. Ok. Ça, c'est bon. Allez, question à une personnalité, professeur Bono. Si vous avez une personnalité devant vous, quelle question aimeriez-vous poser, Jacques Lewalino? Si vous aviez en face de vous l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, quelle question alliez-vous lui poser? Non, j'ai pas de question. Allez-y. Si vous avez le ministre Guillaume Aoun en face de vous, quelle question vous pourrez vous poser aujourd'hui? Les gars, arrêtez ça. Pourquoi voulez-vous que je lui pose des questions? Non, mais c'est votre successeur. Vous êtes de ce domaine. Voilà, c'est le principe de la rubrique. Il a mis quand même en œuvre vos recommandations. Si vous avez le ministre Guillaume Aoun en face aujourd'hui, quelle sera la question, monsieur le ministre? J'aurais préféré être devant celui qui l'a nommé pour lui demander pourquoi lui. Pourquoi lui? Bien. Alors, moi je vous pose la question, si vous aviez aujourd'hui le général Mamadi Doumbouya en face, dans le système éducatif, quelle question vous lui auriez posée? Je lui aurais dit, pourquoi Guillaume? Pourquoi Guillaume? Vous auriez Dr Diaka Sidibé en face de vous, quelle question aimeriez-vous poser à Diaka? Pourquoi a-t-elle eu peur de son entourage qui lui faisait croire que je suis un pestiféré et que si elle m'associait, qu'elle allait perdre son poste? Hierro Baldé? Non, j'ai pas de question. Allez-y. Professeur Alpha Condé. Justement, c'était ça ma question. Professeur Alpha Condé, vous l'avez en face de vous. Quelle est véritablement la question que vous avez envie de lui poser? Pourquoi pas le ministère de l'Éducation nationale? Pourquoi pas le ministère de l'Éducation? Un seul ministère de l'Éducation nationale. Ok. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Est-ce que vous lui parlez encore? Non, ça aussi, je ne réponds pas. Il ne répond pas. Non, ça sera bien jeudi. Non, mais je le saurai. Jeudi, ça sera bien. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, vous restez avec nous avec cette autre rubrique. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Le jeu des photos. Que pensez-vous? Que reflète une personnalité? Et c'est sans langue de bois, Alassane Diallo Papoutou, l'homme de nuit. Hein. Voilà, une personnalité, une photo que nous allons montrer. Et vous allez nous dire sincèrement ce que vous pensez de la personne. Allez-y, mon cher Jacques Lewalino. Vous avez un rôle difficile quand même, Jacques. Hein. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de Guillaume.
Allez-y, Jacques. Je reviens. Ibrahima Kassori Fofana. Je suis mal à l'aise. Vous êtes savoir que jusqu'à présent, il vit loin de sa famille, privé de liberté. Vous savez, à son âge, l'ayant côtoyé, je sais que c'est extrêmement difficile pour lui de vivre ce qu'il est en train de vivre. Je ne voudrais pas être à sa place et je ne souhaite à aucun Guinéen d'être privé de liberté. Il faut le rappeler, il est quand même en prison depuis le 6 avril 2022. Hein. Ça, c'est très important. Avec tous les autres, d'ailleurs. Voilà. Alors, le ministre Guillaume Awini. Que pensez-vous Que pensez-vous de l'homme et du ministre? De l'homme et du ministre. Pensez rien. Monsieur le ministre, c'est non, mais la rubrique. il n'en sait rien, vous n'allez pas le forcer quand même. Il a... Au moins quel ministre a-t-il été? Vous êtes un acteur, vous ne parlez pas en tant qu'ancien ministre, hein, mais en tant qu'expert du domaine de l'éducation. Que pensez-vous de son passage? De son passage, en tant que citoyen qui connaît le milieu. Il est perdu. Erreur de casting. Erreur de casting, voilà. Merci beaucoup. Dernière, s'il te plaît, parce qu'on a Achid Sané qui est là. Je mets 4 personnes en même temps, c'est possible? Oui, s'il te plaît. Non. Vas-y. Oui, parce que je voulais savoir ceux que vous avez succédé. Que pensez-vous de Maurice Sangaré et de Feu Kaokare, parce que vous les avez succédés. Et que pensez-vous de Néné Fatou, qui était votre secrétaire général, et puis de Seydi, l'actuel ministre? Seydi est un ami. Ah, différent de Guillaume. Que je connais depuis très longtemps. Et j'espère de tout mon cœur qu'il va réussir. En tout cas, tout ce qu'il va me demander comme aide, je suis à sa disposition. Bien. Comme je l'avais fait pour son prédécesseur qui a pensé plus tôt qu'il pouvait m'envoyer en prison. Ouais. Guillaume. Bien. Néné Fatou. Sans Khalil Kaokare, je n'aurais pas été conseiller du président Alpha. Il s'est battu bec et ongle par tous les moyens pour que je devienne conseiller. En dépit du fait que certains pensaient que vous étiez de l'UFDG. Oui, ou alors que j'étais un opposant, que je pouvais être un ennemi à lui. C'est quelqu'un qui a eu énormément de respect, de considération pour ma personne. Bien. Des confessions de ce genre, évidemment, ça serait dans Espace and Friends jeudi prochain. Le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs, une émission exceptionnelle, on vous promet. Merci beaucoup à vous qui nous rejoignez dans un instant. Ça y est, cette année. Espace TV, les GG, le mur du jour. Allez, le mur du jour en 30 secondes, ma grande Sané. Moins que ça d'ailleurs. Mohamed Mara a eu 3 murs, Dr Bano en a pris 5 et puis Mohamed Ali en a pris 6. Eh bien, au moins c'est dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'être passé nous voir. Mesdames et messieurs, on vous promet une émission vraiment jeudi prochain à 20h avec Espace and Friends. Comme vous le savez d'ailleurs. Prenez soin de vous. À ce soir à 19h. Radio Espace, Espace TV.